Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons aborder les enjeux énergétiques sous le prisme de l'habitat et du transport. On nous dit souvent que l'habitat et le transport sont responsables de l'essentiel de la pollution. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'essentiel? Regardons ceci en quelques chiffres. Donc l'habitat et le transport, que vous avez ici symbolisé par une maison individuelle et un bâtiment, et ici par un petit camion, donc qui représentent respectivement 45,8% et 23,9% de la consommation d'énergie finale. Donc voilà ce que représente l'industrie, le transport et l'habitat. Donc à tous les deux, ils représentent une grande majorité de la consommation énergétique finale. Attention cependant, ne nous méprenons pas. On est souvent dans un discours, quand on parle d'écologie et des enjeux énergétiques, donc culpabilisateur. Ici, ce n'est pas la voiture individuelle et l'habitat individuel qui sont forcément les plus grosses sources ici. C'est tout confondu, industrie et transport. Transport et habitat. Les autres facteurs, les autres consommateurs d'énergie finale, c'est l'agriculture évidemment et l'industrie aussi. Donc sous ces rapports-là. Ce sont des chiffres, je crois, de 2011. Pour ce qui est de l'émission des gaz à effet de serre, et en particulier du dioxyde de carbone. Souvenez-vous, les gaz à effet de serre, c'est les gaz qui sont responsables de ce qu'on appelle de l'effet de serre, et donc par rebond, responsables du réchauffement climatique. C'est ces gaz-là, le CO2 par exemple, mais d'autres gaz aussi, que nous essayons de combattre, dont la production doit être diminuée. Donc les transports ici reviennent maintenant à 28% de l'émission et à 25% pour l'habitat. Donc on arrive ici, et vous voyez les autres chiffres pour les autres secteurs. Donc ici on a intégré évidemment les secteurs de la production énergétique, qui n'était effectivement pas un consommateur d'énergie finale, bien entendu. Donc voilà globalement les pôles que représentent l'énergie et le transport, et c'est pour ça qu'on va les étudier, parce que c'est aussi des secteurs sur lesquels on a une grande latéralité pour faire des progrès. Regardons par exemple l'automobile, où on a la possibilité de plus en plus de produire des moteurs qui sont de moins consommateurs d'énergie, et dans le transport, où l'isolation est une solution relativement facile et efficace à mettre en œuvre pour diminuer drastiquement les émissions de CO2, mais aussi la consommation d'énergie finale. Revenons d'abord aux sources de l'énergie. Les sources de l'énergie, elles sont soit d'origine fossile, soit renouvelables. On nous a parlé de l'éolien, du photovoltaïque, du nucléaire, du charbon, etc. Souvent, ces énergies, on les considère, envie de dire à tort, sous l'angle, entre guillemets, du bien et du mal. L'énergie solaire, c'est bien, l'énergie nucléaire, c'est mal. Toutes ces problématiques, évidemment, ne soyons pas manichéens, c'est tout une nuance de gris, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune énergie qui est la solution miracle. Que l'on aille du nucléaire, qui effectivement est loin, très très loin d'une solution parfaite, l'éolien non plus. L'éolien n'est pas une solution parfaite, parce que si on regarde l'éolienne par exemple, dans sa durée de vie globale, on a un coût de production, donc une consommation de carbone, une durée de vie moindre, etc., etc. Donc tout ça pour dire que toutes ces choses-là ne sont ni blanches ni noires, mais toute une nuance de gris. Effectivement, l'éolienne serait franchement une solution meilleure que le nucléaire. Bref, soit dit en passant, toutes ces énergies ne sont pas ni blanches ni noires. Donc, la solution préconisée depuis ces dernières années, c'est ce qu'on appelle l'hybridation des différentes ressources. L'hybridation, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre côte à côte tout un tas de sources possibles, le moins dangereux possible, pourquoi pas sortir du nucléaire, et donc du coup, qui nous permettent d'avoir un éventail de ressources énergétiques, qui nous permettent de garantir d'une part le confort auquel on tient, mais aussi de garantir des réductions de production et de garantir des conditions de production qui sont meilleures. Si on regarde au niveau actuel les différentes énergies que l'on utilise. Donc d'abord, ici, vous avez les énergies fossiles, à 80,6% encore en 2010. Les énergies renouvelables, qui sont à 16,7% seulement en 2010, et le nucléaire qui fait encore partie, à l'échelle mondiale, d'une toute petite proportion. Maintenant, si on regarde dans le renouvelable, on a tout un tas de ressources renouvelables possibles, qui vont de la biomasse au solaire, etc. L'idée et l'avantage des énergies renouvelables, évidemment, c'est qu'elles sont renouvelables, et donc, du coup, qu'on a une source quasi infinie
d'énergie. Donc effectivement, plus difficile à extraire et à transformer, plus difficile à mettre en place. Il ne faut pas négliger non plus le coût qu'elles engendrent en termes aussi de carbone, le coût carbone de la mise en place d'une éolienne, d'un panneau photovoltaïque, etc. Mais voilà, une solution possible pour produire de l'énergie dans des conditions plus durables, c'est évidemment de hybrider les ressources. Un grand principe à prendre en compte aussi quand on parle de l'habitat et du transport, c'est la règle qu'on appelle des 3 R. Les 3 R, c'est réduire, réutiliser et recycler. Dans le domaine du transport et de l'habitat, parlons de l'aspect réduire. Alors réduire, évidemment, c'est réduire ses déplacements, réduire la consommation de carburant des moteurs, ne pas imaginer que le moteur électrique soit une solution miracle. L'énergie électrique, il faut bien aussi la produire, et quand on la consomme, il faut bien la produire. Donc du coup, ce n'est absolument pas une solution miracle. Réduire donc la consommation énergétique des bâtiments, réduire les pertes énergétiques. Donc voilà, toute cette logique de réduction qui nous permettra de nous sortir de la catastrophe climatique que l'on connaît et qu'on doit éviter tous ensemble. Réutiliser aussi, deuxième point. Réutiliser, donc dans l'habitat et dans le transport, c'est réutiliser par exemple les matières premières que l'on utilise dans l'habitat, qui sont trop souvent mises au rebut. On a toujours des possibilités de transformation, de transformer les habitats sans avoir forcément à détruire et à reconstruire. Pareil pour les véhicules, sortir de la logique de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, partir dans une logique de véhicules qui sont plus durables, qui n'ont pas besoin d'être réparés si fréquemment. On a la possibilité de faire voler des satellites pendant 50 ans. Pourquoi ne pas faire rouler des voitures pendant 50 ans sans problème? Tout ça, c'est des choses possibles. Tout ça, c'est des contraintes qu'on a, des contraintes économiques, mais ce sont des choses techniquement possibles. Et le troisième point important, c'est le recyclage, évidemment. Le recyclage, c'est la transformation et la revalorisation des matériaux qui sont utilisés dans l'industrie du transport comme dans l'industrie du bâtiment, où tous nos matériaux, on peut leur redonner une valeur et leur redonner un usage après sa fin de vie. Donc toutes ces problématiques-là, donc réduire, réutiliser, recycler, sont des problématiques de ce qu'on appelle l'éco-conception, et qui sont des points de vue et des process qu'on peut mettre en place facilement dans l'habitat et dans le transport. Et donc du coup qui pourront être des principes salvateurs qui nous permettront de diminuer au maximum l'impact climatique et énergétique de ces deux secteurs d'activité qui restent encore les secteurs principaux responsables de l'émission du gaz à effet de serre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres supports de cours sur le site de DigiSchool. À très vite.